Économie le Max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, leur simple présence rassure et inquiète à la fois. Les banques alimentaires prouvent que la solidarité a encore sa place dans la plupart de nos sociétés. Mais l'augmentation de leur activité souligne aussi que la crise est tenace. Combien de centaines de milliers de personnes bénéficieront cet hiver encore d'un soutien quasi vital? Illustration du phénomène avec les Restos du Cœur en France. Et puis la question du financement de ce type d'organisme, nous l'aborderons avec l'association Leket Israël. Dorit Koskas, sa directrice du développement, sera avec nous dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Avant tout cela, tour du monde comme chaque jour de l'actu économique et des chiffres. D'abord ceux de l'emploi en Allemagne avec une baisse plus importante que prévu du nombre de demandeurs d'emploi en novembre. 14 000 inscrits en moins pour un total de 2 872 000 individus. Le taux de chômage reste inchangé à 6,6%. Et puis l'inflation a encore ralenti en novembre, 0,6% rythme annuel contre 0,8% en octobre. Des données provisoires mais c'est un plus bas en 5 ans. Et de l'autre côté de la frontière, les électeurs suisses se prononceront dimanche sur la suppression des forfaits fiscaux pour les riches étrangers. Peu de chance, il faut le dire, que cette initiative défendue par la gauche évite le rejet. C'est l'organisation Ecopop qui est à l'origine du projet et son but est ainsi bien de limiter le solde migratoire annuel de la Suisse à environ 16 000 personnes maximum. Mais l'ensemble des partis, syndicats et milieux économiques jugent contre-productive la fin de ces privilèges. Il faut quand même le rappeler, les gens qui sont au forfait payent peut-être moins d'impôts que s'ils étaient imposés de façon normale, selon les barèmes applicables à tout le monde, mais ils en payent évidemment beaucoup plus que la moyenne de la population, puisqu'ils sont, sauf erreur, dans le 2% des gens qui payent le plus d'impôts, quel que soit le forfaitaire. Donc nous avons besoin de ces gens, et j'aimerais dire ici qu'ils sont les bienvenus en Suisse. En Ukraine, les choses se compliquent un peu plus pour les habitants de l'Est du pays et des zones contrôlées par les séparatistes. Hier, nous évoquions le problème des retraites et des administrations. Cette fois, ce sont les distributeurs automatiques qui ne semblent plus en mesure de fournir des billets. La Banque nationale d'Ukraine a ordonné la suspension des services financiers aux établissements présents dans ces régions. L'objectif est bien sûr d'asphyxier les rebelles pro-russes. Plus d'argent, donc plus possible non plus de payer par carte bancaire. Chaque jour, je dois venir ici prendre l'argent que j'ai gagné, qui est sur mon compte chèque à Ochat Bank. C'est une blague. Quel dommage, nous avons vécu si longtemps. Et maintenant, Timoshenko et Yatsenyuk veulent rembourser leurs factures d'électricité avec nos retraites. Peut-on dire cela? De quel droit dirige-t-il l'Ukraine? Et puis un détour par les États-Unis et le contre-coup économique des tensions à Ferguson, dans le Missouri. Les commerçants sont inquiets de l'avenir économique de la ville. Ils redoutent un manque à gagner en cette période de fin d'année. Autre conséquence, et cette fois c'est un secteur en plein essor ces jours-ci, celui des armes à feu. Les ventes ne cessent d'augmenter ces dernières semaines. Une évolution spectaculaire. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas venir à Ferguson parce qu'ils pensent que c'est dangereux. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le commerce. Un jour normal, on vend de 3 à 5 armes. Aujourd'hui, on a vendu 21 armes en 3 heures depuis notre ouverture. On vend entre 25 et 30 armes par jour en ce moment. Le record, c'est 60. Et on se tourne comme chaque jeudi vers l'actu des marchés financiers. Et une semaine relativement calme du côté de Wall Street. Ça deviendrait une habitude. Nouveau record hier pour le Dow Jones et le S&P 500. La croissance US s'affiche, on le rappelle, à 3,9% en deuxième estimation au troisième trimestre. Le marché d'action reste donc attractif. Et Eric Lewin depuis Paris va nous expliquer si tout cela peut durer. Bonjour Eric. Oui, les actions américaines, David, se portent très bien actuellement, tout simplement parce que la croissance américaine est très vigoureuse. On a eu un chiffre pour le PIB américain au troisième trimestre, plus 3,9%, c'était une première révision. On avait eu 3,5% dans la première estimation initiale, et cela veut dire que l'économie américaine continue à croître. Il y a en plus une modération salariale avec une inflation autour de 1,7%. Des taux d'intérêt qui restent bas aussi bien d'un point de vue monétaire que d'un point de vue obligataire. Bref, tout semble se liguer pour que les actions continuent à progresser. Non, la grande problématique actuellement sur les marchés, c'est bien sûr le prix du pétrole. Vous savez qu'il y a une réunion de l'OPEP, il y a beaucoup d'interrogations, tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre autour du pétrole. D'un côté, il y a une production qui augmente avec notamment l'apparition du gaz de schiste aux États-Unis. Et puis de l'autre côté, il y a une demande qui a tendance à diminuer avec une croissance chinoise autour de 7%, elle est moins forte qu'attendue, et une croissance européenne qui est à 0.
En plus, il n'est pas dit que l'OPEP fasse quoi que ce soit, tout simplement parce qu'il y a certaines rumeurs de marché, comme quoi il pourrait y avoir entre les États-Unis et l'OPEP une certaine entente pour faire pression sur la Russie et l'Iran. Vous savez très bien que si le pétrole continue à baisser, des pays comme la Russie et l'Iran pourraient avoir de graves problèmes, puisque leur économie repose en grande partie sur les hydrocarbures. Ouais, merci Eric, on l'a compris, réunion cruciale aujourd'hui de l'OPEP et plusieurs théories qui s'affrontent, on l'a compris, autour de la chute des cours du pétrole, peut-être aussi une tentative saoudienne de grever la rentabilité du gaz de schiste américain, une affaire à suivre. Crise ou pas, l'activité des banques alimentaires affiche une croissance qui ne faiblit pas depuis plusieurs dizaines d'années. En France, on ne présente plus les restos du cœur. Cet hiver encore, c'est sur la mobilisation solidaire que s'appuieront plusieurs centaines de milliers de foyers français. 130 millions de repas servis l'an dernier. Doit-on s'attendre à encore davantage cette année? La 30e collecte nationale aura lieu ce week-end et on fait le point avec Éric Berdugo. Les banques alimentaires poursuivent leur combat. Aider les plus démunis à se nourrir. Les 30 hivers des Restos du Cœur sont un moyen populaire de le rappeler. Des bénévoles travaillent toute l'année pour remplir l'assiette des solliciteurs d'aide. Les donateurs sont divers, particuliers, grands magasins, entreprises, États, Union européenne. Les demandeurs, eux, sont encore plus nombreux. Par rapport aux inscriptions qu'on a commencées il y a une quinzaine de jours, on peut s'attendre à davantage de monde encore que par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire où il y avait 1 million de familles et 130 millions de repas. Donc je pense qu'on va être en augmentation cette année. La 30e campagne des Enfoirés est l'occasion de rappeler quelques chiffres évocateurs. D'abord, le nombre de bénéficiaires d'aide. Il a presque doublé en 9 ans, passant de 670 000 à plus d'1 million. On parle aussi de 40 000 bébés de moins de 12 mois aidés, de 509 microcrédits accordés, 4 653 départs en vacances et 109 activités d'aide aux personnes dans la rue. Nous savons que nous devons aider ces familles supplémentaires et que nous n'avons pas des ressources financières supplémentaires. Donc c'est bien par des ressources en produits, des ressources par des dons agricoles ou par la lutte contre le gaspillage qu'on trouvera les repas qui nous manquent là dans les mois et dans les années qui viennent. Favoriser les dons agricoles et lutter contre le gaspillage. Le point commun ? Des actions politiques. Aujourd'hui, jeter coûte moins cher que donner pour les entreprises agroalimentaires et grandes surfaces. Mais nous évoquions que dans d'autres filières, fruits et légumes, pour la viande aussi, il y avait encore des progrès à accomplir. Et Michel Sapin et Stéphane Le Foll sont évidemment prêts à travailler le plus vite possible, j'ai bien entendu le message, sur ces questions tout à fait fondamentales. Et le gouvernement s'engage à promouvoir les dons. Le 28 et 29 novembre prochain aura lieu la 30e collecte nationale des banques alimentaires. Cette initiative rassemble 100 banques alimentaires nationales et métropolitaines et 5300 associations. L'année dernière, 93 000 tonnes de denrées ont été distribuées, l'équivalent de 183 millions de repas, soit 1,4 million de personnes aidées. Des chiffres toujours impressionnants. Alors on va s'intéresser à présent à ce qui se passe ici en Israël au niveau de la solidarité. Et un acteur majeur incontournable, c'est Leket, une association, une banque alimentaire nationale qui œuvre au quotidien auprès des plus démunis. À la directrice du développement au département francophone nous fait l'honneur de sa présence. Dorit Koskas, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. D'abord en quelques mots, une présentation de votre structure, de vos missions. Leket, glaner, c'est bien ça? Leket, ça vient de la Bible, ça veut dire glaner. L'association s'appelle Leket Israël, elle a été créée il y a 10 ans. Et comme toutes les banques alimentaires, elle a été créée face à un constat qui n'est pas seulement le fait d'Israël, c'est un constat qui est celui de tous les pays développés, c'est qu'on produit plus de nourriture que ce que l'on consomme. Et malgré tout, il y a quand même des gens qui n'ont pas accès à cette nourriture. Tout à fait. Et ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 10 ans. L'association a été créée il y a 10 ans. En Israël, on estime qu'entre 30 et 50% de la production alimentaire est détruite avant même d'arriver jusqu'à notre assiette. Je ne vous parle pas de ce qui se passe ensuite, puisqu'on sait qu'il y a du gâchis alimentaire qui existe aussi dans les ménages. Alors justement, on l'a vu dans le reportage, beaucoup de producteurs disent que c'est plus facile, c'est moins cher de jeter que de donner. Vous retrouvez ce phénomène un petit peu? Tout à fait. Dans l'industrie agroalimentaire, c'est la logique économique qui prime. C'est-à-dire que plus on produit et moins ça coûte cher. Peu importe après combien on vend, combien on consomme, finalement, plus on produit, moins c'est coûteux, plus c'est rentable. En ce qui concerne l'agriculture, où là il y a le plus de gâchis alimentaire, c'est essentiellement à cause des calibrages.
Nos sociétés ont produit des standards. Ouais. On a envie, quand on fait ses courses au supermarché, de voir des beaux poivrons et des beaux concombres. Et donc, voilà. Ouais. Et donc, si les fruits et légumes ne sont pas dans les standards, eh bien, les chaînes de supermarchés ne les rachètent pas. Alors, votre rôle à vous, au sein de l'ECAT, comment se déroule votre activité au quotidien? Alors, parallèlement, on sait en Israël, d'après le dernier rapport de la Caisse d'assurance maladie, qu'il y a 1 800 000 personnes qui souffrent de ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Alors, on ne parle pas de faim, parce que ce n'est pas le terme exact, mais il s'agit de gens qui sautent régulièrement des repas ou qui n'ont pas accès à une nourriture convenable, dont 800 000 enfants. Notre rôle est très simple, c'est de mettre en place tous les moyens logistiques pour récupérer les excédents alimentaires partout où ils sont et les distribuer à 189 associations d'aide alimentaire en Israël. Vous dispatchez un petit peu cette aide-là en fonction des régions, et des régions qui profitent plus peut-être de cette aide? Évidemment, on travaille plus dans la périphérie, dans le nord, dans le sud, mais on travaille sur tout le territoire puisque les besoins sont partout. On redistribue donc cette nourriture à 189 associations qui, elles-mêmes, ces associations, les redistribuent à 140 000 personnes par semaine. Donc des besoins croissants. Et au niveau des financements de votre association, comment ça se déroule? Est-ce que c'est plus du partenariat que des fonds propres qui sont versés? Alors, nous sommes financés par des fonds privés uniquement. Des dons. Des dons. Ouais. Mais nous sommes en lien constant avec des instances telles que l'Union européenne, telles que l'OCDE et également avec notre gouvernement. Et avec ça, vous avez réussi à créer un modèle économique, peut-être une sorte de rentabilité? Alors oui, notre particularité, et je pense que c'est ce qui intéresse les banques alimentaires qui viennent voir comment on travaille, notamment récemment il y a eu la banque alimentaire grecque qui est venue, on développe aussi un partenariat scientifique via la Fondation France-Israël avec des ingénieurs français qui viendraient voir comment on travaille, c'est que en plus de récupérer donc les excédents agricoles auprès de 1000 agriculteurs, donc dans tout le pays, on a 150 hectares sur lesquels nous cultivons nos fruits et légumes. Ils ne nous appartiennent pas vraiment. On a des partenariats avec des exploitants et donc en versant une rétribution symbolique, voilà, tout à fait, nous les exploitons. Et parmi vos objectifs, outre le don d'aliments, est-ce qu'il y a aussi une logique de réinsertion, peut-être d'accompagnement vers le marché de l'emploi? Alors, ça, on va dire que quand on parle d'aide alimentaire, c'est de l'humanitaire à proprement parler, c'est pour permettre aux gens de survivre. Ouais, évidemment que ça ne suffit pas. Et donc, plus on avance et plus l'association avance et plus on développe des projets dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons des diététiciens qui tournent dans les associations. Bénévolement ? Non, des diététiciens qui sont des professionnels et qui aident les associations sur le terrain pour conseiller en nutrition des gens qui ont des budgets très restreints. Une activité assez complète. Merci beaucoup, Dorit Koskas, d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation à vous. Et si vous voulez vous aussi faire un don, vous pouvez vous tourner vers ce lien qui s'affiche, le site internet qui va s'afficher. Merci encore à vous. Je vous remercie. Et on va passer au Media Watch. La revue de presse et la dette de la France qui ne cesse de grossir, on le sait, mais une dette qui se finance toujours pourtant à des taux historiquement bas. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. Expliquez-nous ce paradoxe. Alors oui, en fait, lorsque la France emprunte de l'argent en émettant une partie de sa dette, elle doit ensuite payer des intérêts qui varient en fonction des taux. Et bien, ce sont ces taux, plus précisément les taux à 10 ans, qui sont actuellement très bas. Ils sont même brièvement passés sous la barre des 1% du jamais vu depuis 1974. Alors pourquoi ces taux sont-ils aussi bas? Il y a deux explications. La première, c'est la dette française qui est très bien cotée auprès des investisseurs étrangers. Ils sont donc très nombreux à vouloir en détenir une partie. Et la deuxième explication, c'est la politique monétaire très accommodante de la BCE qui pourrait le devenir plus dans les mois à venir. Au final, c'est bénéfique pour le gouvernement qui voit donc le coût de sa dette s'alléger, d'où le titre de l'article de Challenge, comment la finance est devenue la meilleure amie de Hollande. Voilà, ça aide finalement les taux d'intérêt aussi bas de la part de la BCE. On évoque, Johanna, à présent les GAFA pour Google, Apple, Facebook et Amazon, 4 géants du e-commerce. Exactement. Selon une étude de la société Faber Novel, les GAFA ont de plus en plus de pouvoir. Ensemble, Google, Apple, Facebook et Amazon ont généré en 2013 316 milliards de dollars de revenus. C'est presque autant que le PIB du Danemark qui était l'année dernière à un petit peu plus de 330 milliards de dollars. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'ils bénéficient de 10 fois moins
de monde, car en tout, les 4 compagnies comptent 252 000 employés contre 2,7 millions de Danois. Et selon l'étude, si leurs performances sont aussi bonnes, c'est parce que ces sociétés ont remis le client au centre de leur stratégie. Elles répondent non pas aux demandes, mais aux attentes des consommateurs. En d'autres termes, les GAFA savent anticiper. Et justement, pour conclure, Joanna, vous nous parlez d'un logiciel qui pourrait prédire les démissions. Oui, l'entreprise américaine Workday a mis au point un logiciel pour prévenir les patrons lorsqu'un de ses employés est susceptible de démissionner. Alors, comment ça fonctionne? Grâce à un algorithme qui prend en compte plusieurs variables, comme par exemple l'expérience, l'âge, le type de métier ou encore les offres d'emploi sur le marché. Et au final, en sachant que son salarié est susceptible de poser sa démission, eh bien, son chef pourra lui proposer une augmentation, un changement de poste ou encore plus de responsabilités. L'objectif, c'est donc pas de se débarrasser encore plus rapidement du travailleur en question, mais plutôt de tout faire, de tout mettre en œuvre pour le garder, pour le faire rester. Voilà, on conserve comme une optique positive. Merci Joanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie Le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.